En tant que fan ou auditeur régulier de Pink Floyd, on connaît tous le chef-d'œuvre qui est Wish You Were Here, son thème de l'absence, sa pochette iconique reprise plus ou moins partout jusqu'à sur des pochettes d'albums d'artistes contemporains, les 4 accords magiques au début de Shine On You Crazy Diamond, sa chanson-titre intemporelle et bien d'autres choses qui font que cet album est indéniablement l'un de leurs meilleurs. Mais ce n'est pas tant de l'album dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de 2 des 3 mix connus à ce jour, le mix stéréo et le mix quadriphonique. Avant de s'attarder sur les 2 différents mix que je viens de mentionner, il faut d'abord replacer l'album dans son contexte. En 1973, juste après leur tournée The Dark Side of the Moon, le groupe retourne en studio afin de faire revivre une vieille idée qu'il avait en tête depuis 1971, faire de la musique avec des objets du quotidien. En octobre et début de novembre, le groupe tente d'enregistrer certains morceaux au Studio 2 d'Abbey Road, dont The Hard Way, que l'on retrouvera plus tard dans le coffret immersion dédié à The Dark Side of the Moon, et Papa Was a Running Floyd, petit clin d'œil aux Temptations. Pour tenter d'enregistrer cet album, intitulé Household Objects, les membres ne sont à court d'idées. Ils utilisent notamment des verres à vin, des couteaux, des rouleaux de scotch, des bruits de pas et des bouteilles. Avec le temps, le groupe se heurte aux limites du projet et décide d'abandonner l'idée. En janvier 1974, le groupe se retrouve au Studio 3 d'Abbey Road après les French Summer Tour et les British Winter Tour de 1974. Roger Waters arrive au studio avec l'idée d'un nouvel album concept ayant pour fil conducteur une suite musicale de 26 minutes intitulée Shine On You Crazy Diamond, basée sur 4 notes de guitare par Gilmour et un long poème de Waters sur l'absence de Syd Barrett. Le thème de l'album devait agir comme une sorte de thérapie pour le groupe, mais David Gilmour était opposé à cette approche. Son idée était d'inclure l'entièreté de Shine On You Crazy Diamond sur la première face, ainsi que 2 morceaux, Raving and Drooling, ainsi que Gotta Be Crazy sur la seconde. Après quelques discussions houleuses, David Gilmour rejoint finalement le point de vue de Waters, tout comme Nick Mason et Richard Wright. Au final, Shine On You Crazy Diamond est divisé en 2 parties, une au début et l'autre à la fin, tandis que les 2 autres morceaux prévus ont tout simplement été écartés de l'album. Un autre thème émerge pendant l'enregistrement, celui de la désillusion du groupe concernant l'industrie musicale, qui trouve une place sur Welcome to the Machine et Have a Cigar. Wish You Were Here, la chanson-titre, marque le retour du thème de l'absence. Les sessions d'enregistrement ont eu lieu de janvier à juillet 1975 et s'étalaient sur 4 jours par semaine, de 14h jusqu'à très tard le soir. L'album tout entier nécessita à peu près 70 sessions d'enregistrement, dont presque 50 prises de son pour Shine On You Crazy Diamond et 56 pour Have a Cigar. La première partie de Shine On You Crazy Diamond contient d'ailleurs des vestiges de Household Objects, l'introduction étant faite avec des verres de vin remplis à différents niveaux, dont le son a été converti en boucle pour être joué depuis un synthétiseur. Cette introduction était originalement intitulée Wine Glasses. A noter également, pour ceux qui ne le sauraient pas, le chanteur sur Have a Cigar n'est ni David Gilmour ni Roger Waters, mais bien Roy Harper, qui était dans le studio voisin pendant les sessions d'enregistrement. Roger Waters déclara bien plus tard qu'il regrettait cette décision et qu'il aurait dû faire des efforts pour chanter sur ce morceau. L'enregistrement de l'album donna lieu à un moment complètement inattendu. Le 5 juin, soit 2 jours avant la reprise de la tournée Wish You Were Here au Atlanta Stadium, mais aussi le jour même du mariage de David Gilmour avec sa première femme Ginger Hazelbine, le groupe se réunit afin de faire le mix final de Shine On You Crazy Diamond. Dans le studio, un étrange visiteur fait son apparition. Dans le documentaire The Story of Wish You Were Here de John Eglinton, Nick Mason et David Gilmour déclarent ceci au sujet du visiteur. My memory is that I came into the studio and there was this guy standing there in a gabardine raincoat, a large bloke, and I had no idea who it was. And surprisingly, no one's saying, who's that person? What's he doing wandering around all our gear in the studio? And then him coming into the control room and standing around, and how remarkable how long it was before anyone actually woke up. Le visiteur n'était nul autre que Syd Barrett, devenu complètement méconnaissable, ayant apparemment eu vent que le groupe enregistrait à Abbey Road. Barrett avait grossi et avait le crâne ainsi que les sourcils rasés. Brian Humphries déclare à ce sujet. And we just sort of stood there, or sat there and just were shell-shocked, basically. And then until somebody thought of something to say to him. I mean, I didn't know it was him.
but it was pretty affecting. Nick Mason était même horrifié lorsque David lui enfin reconnu. Barrett montra d'abord de l'enthousiasme à l'idée de participer à l'album, mais après avoir écouté le mix final de Shine on You Crazy Diamond, il ne montra aucun signe en particulier. Ce fut la dernière fois que le groupe vit son leader. L'album sort finalement le 12 septembre 1975 au Royaume-Uni sous le label Harvest, et le lendemain aux États-Unis sous le label Columbia. Columbia remplace donc Capitol Records pour la distribution américaine, à la suite de l'insatisfaction générale du groupe et de Steve O'Rourke à propos du label. L'idée de la pochette fut relativement novatrice pour son époque. En effet, pour illustrer le thème de l'absence, Tom Ferguson eut l'idée de recouvrir la pochette de l'album par une pochette plastique noire, et pour illustrer la critique de l'industrie musicale, George Hardy a créé un sticker apposé sur le plastique noir montrant deux mains métalliques se serrant, entourées par les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. La pochette que l'on connaît si bien de l'album fut photographiée par Aubrey Powell au studio Warner Bros de Burbank en Californie. Deux cascadeurs, Danny Rogers et Ronnie Rondell, furent engagés pour être photographiés. La photo est mise en scène comme ceci. Ronnie Rondell joue le rôle de l'homme en feu, tandis que Danny Rogers était un businessman classique. À cause du vent, le feu venait parfois brûler la moustache de Rondell. Les deux cascadeurs changèrent donc de place et l'image fut inversée après le développement. D'ailleurs, il existe une subtile différence entre la pochette européenne et la pochette américaine. Sur la pochette européenne, Ronnie Rondell est penché en avant, tandis que sur la pochette américaine, il est penché en arrière. La photo sur la pochette arrière représente un vendeur commercial de Pink Floyd, sans visage, poignets et chevilles, et a été photographié dans le désert de Yuma, en Californie. Le visage, les poignets et les chevilles ont été supprimés après le développement. La sous-pochette montre un voile rouge avec une femme nue derrière, ainsi qu'un plongeur à monolithe. On retrouve la photo du plongeur sur une carte postale fournie avec le vinyle. Comme tout album de Pink Floyd depuis 1969, Wish You Were Here sort originellement en stéréo. Il sort à la fois en vinyle, cassette et cartouche 8 pistes. En 1975, le mix quadriphonique sort aux États-Unis, tandis qu'il n'est disponible en Europe qu'à partir de mai 1976. Ce mix, quant à lui, sort uniquement en vinyle et en cartouche 8 pistes. Ce n'est pas la première fois qu'un album de Pink Floyd sort avec un mix quadriphonique dédié. Cela était déjà le cas avec Atomic Mother et The Dark Side of the Moon. Meddle devait aussi en faire partie, mais seulement Echoes a bénéficié d'un mix quadriphonique que l'on retrouve dans le coffret The Early Years. Wish You Were Here est le dernier album à bénéficier d'un mix quadriphonique. Animals était programmé pour bénéficier d'une sortie en quadriphonie, comme l'en témoigne le site surrounddiscography.com, mais le projet n'a malheureusement jamais vu le jour. Avant de faire un comparatif des différents mix, il est important de savoir qu'est-ce qu'un mix quadriphonique. Partons de la base des bases, le mix monophonique. Comme son nom l'indique, un son monophonique est un son qui n'est retransmis que sur un seul canal sonore, donc une enceinte, et aussi généralement enregistré qu'avec un seul microphone, d'où la racine mono, une seule, et phonique, voix. Un son stéréophonique, quant à lui, est retransmis sur deux canaux, ce qui permet une meilleure dispersion et une scène sonore déjà plus élargie. Un mix quadriphonique permet une diffusion sur 4 canaux, 2 canaux à l'avant et 2 canaux à l'arrière. Il s'agit de la première tentative de mix surround destinée à entourer l'auditeur. Plus tard, on retrouvera d'autres dispositifs servant à retransmettre un son surround, comme le 5.1 ou le Dolby Atmos. Le mix quadriphonique, à l'époque, permettait d'avoir l'expérience ultime, et souvent, les mix bénéficiaient d'instruments ajoutés que l'on ne trouvait pas sur le mix stéréo, afin de remplir les canaux arrière. Maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était un mix quadriphonique, je vais vous faire une liste de différences et donner les exemples à travers des extraits. Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes. Shine
fight for the moon. Think you can tell? Did they get you to train? Do you think you can tell? Did they get you to train?
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à commenter la vidéo si vous avez des choses à dire concernant cet épisode. Et en attendant, je vous retrouve pour un prochain épisode de Careful with Floyd.